Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers élèves de terminale, c'est un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui. Se prêter à l'exercice de la synthèse, c'est accepter de mettre un peu d'ordre dans le vertige des idées. Je vous remercie de m'accorder votre attention quelques minutes. Le temps de parcourir ensemble le chemin qu'ouvre cette belle synthèse de philosophie sur l'esthétique et l'épistémologie. La philosophie nous oblige à penser avec les autres et non seulement devant les autres. La philosophie commence toujours par un étonnement partagé. Aujourd'hui, c'est devant vous que je veux tenter de penser à haute voix. Permettez-moi donc de partager avec vous quelques réflexions sur l'esthétique et l'épistémologie. Merci d'être les interlocuteurs de cette réflexion, car à première vue, tout les oppose. L'une cherche l'émotion du beau, l'autre la rigueur du vrai. Pourtant, le savant parle de la beauté d'une équation et l'artiste de sa quête de vérité, de l'émotion du beau. Alors, le beau peut-il guider vers le vrai, ou le vrai finit-il par éteindre le beau? Faut-il ressentir pour connaître, ou faut-il connaître pour ressentir? Doit-on sentir pour savoir, ou doit-on savoir pour sentir? Pour répondre, il faut d'abord saisir de quoi parle l'esthétique. Qu'entend-on par art? À quoi sert-il? C'est donc par la définition même de l'art et par l'analyse de sa forme et de sa fonction que nous commencerons. Le mot esthétique est créé, inventé pour la première fois par Alexander Gottlieb Baumgarten en 1735, à l'âge de 21 ans. Alexander Gottlieb Baumgarten est né en 1714 et décédé en 1762. Le mot esthétique vient du grec aesthesis, qui signifie sensation, perception. L'esthétique, c'est la réflexion sur le beau, le goût, le sentiment artistique et la perfection sensible. Alexander Gottlieb Baumgarten était un philosophe prussien, disciple de Leibniz. C'est lui qui a créé le mot esthétique. Pour lui, l'esthétique, c'est la science de la connaissance sensible, l'étude du beau, de la perfection sensible. C'est un des premiers à avoir théorisé les beaux-arts de façon générale. Monsieur Diop, l'art peut-il se passer de la beauté? C'est un classique de la philosophie et la réponse a basculé au XXe siècle. D'une part, non, l'art sans la beauté n'est plus de l'art. Pendant longtemps, le beau était associé à l'art. Le beau était un critère fondamental de l'art. Pour Platon et Aristote, l'art imite le beau de la nature ou des idées. La peinture, la sculpture, la musique devaient donner du plaisir esthétique, de l'harmonie, des proportions. Au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant définit le jugement du goût. On qualifie d'art ce qui procure un plaisir désintéressé, sans concept ni utilité. La beauté est donc la finalité même. Dans cette logique, un objet laid choquant, banal ne peut pas être une œuvre d'art.
l'artiste a pour mission d'embellir le réel, de consoler, d'élever. Sans beauté, l'art perd sa raison d'être. Mais on peut aussi dire que oui, l'art peut se passer de beauté. À partir de Baudelaire, puis surtout avec les avant-gardes, l'art change de mission. Il ne cherche plus seulement à plaire. L'art exprime, dénonce, interroge. Goya avec ses désastres de la guerre, Picasso avec Guernica, c'est laid, violent, difforme, mais c'est ça qui donne sa force. La laideur devient un outil. Duchamp expose un urinoir. Fontaine en 1917. Zéro beauté formelle. Son pari, ce n'est pas l'objet qui fait l'art. C'est l'idée, le contexte, le regard qu'on porte dessus. L'art devient réflexion, pas décoration. Anish Kapoor ou certains artistes de l'art brut utilisent la matière brute, la décomposition, le rebut. Le but n'est plus le beau, mais le vrai, le dérangeant, le politique. Du coup, la beauté n'est plus une condition nécessaire. Elle vient après. Elle devient une option parmi d'autres. Le sublime, le tragique, le grotesque, le concept. Mais cependant, il y a un piège. Le piège est que l'art ne sort jamais vraiment de la beauté. Même quand l'artiste rejette la beauté classique, il recrée un autre type de beauté. La beauté élargie, la beauté du concept, la beauté involontaire. Par beauté élargie, Baudelaire parlait déjà de beauté du mal. Une œuvre laide peut être belle par sa cohérence, sa puissance et sa sincérité. On admire la force de Guernica par ses couleurs douces. La beauté du concept. L'urinoir de Duchamp est moche, mais l'idée derrière est jugée élégante, brillante. Notre esprit retrouve un plaisir esthétique, juste déplacé de l'œil vers l'intellect. La beauté involontaire. Un tas de ferraille rouillée peut nous toucher par sa texture, sa lumière. Le spectateur projette du beau là où l'artiste a mis du brut. Kant disait que l'art sans beauté peut encore être intéressant, mais plus beau. Les modernes répondent, intéressant suffit. L'art n'a pas à plaire, il doit faire penser, choquer et réveiller. En bref, l'art classique ne pouvait pas se passer de beauté. Elle était sa définition même. Mais l'art moderne et contemporain prouve qu'il peut s'en passer au sens du joli, agréable. Il lui préfère la vérité, l'idée, la provocation. Mais au fond, l'art ne se passe jamais totalement d'un effet esthétique. Il remplace juste la beauté douce par une beauté dure, celle d'une œuvre qui marque, même si elle nous dérange. Donc, il faut savoir que l'esthétique, c'est la branche de la philosophie qui se demande c'est quoi le beau, pourquoi ça nous touche. L'esthétique, c'est la science du sensible. Elle analyse pourquoi certaines formes, sons ou idées nous font vibrer, réfléchir ou juste dire waouh. Elle étudie en gros notre rapport au sensible, au beau, à l'art et au goût. À la question qu'est-ce que le beau, Platon pensait que le beau vient du monde des idées parfaites. Quand il disait
que c'est ce qui nous plaît sans intérêt. Tu trouves un coucher de soleil magnifique, pas parce qu'il t'est utile, mais juste pour lui-même. Tu admires la fleur, mais tu ne la cueilles pas. L'esthétique cherche les critères harmonie, symétrie, originalité, poésie, créativité. Ou bien elle conclut que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais au sens moderne, l'esthétique se demande comment ressent-on. Depuis le XVIIIe siècle, l'esthétique s'intéresse moins à l'objet beau qu'à ton expérience. Qu'est-ce qui se passe en toi devant une musique, un film, un tag sur un mur, même moche? Émotion, malaise, fascination. L'art contemporain a explosé les cadres. Est-ce que l'objet qui est beau ou le regard qu'on pose dessus? Le beau renvoie toujours à l'harmonie, à la proportion et à l'ordre. Une chose est belle quand ses parties sont bien ajustées. Le beau, c'est le juste milieu et rien de trop. Pour Alexander Gottlieb Baumgarten, le beau, c'est quand on perçoit de la perfection, mais avec les sens, pas avec la logique. Tu ne peux pas démontrer qu'un coucher de soleil est beau. Tu le ressens. L'art travaille sur cette zone floue, entre raison et sensation. Mais pour Kant, le beau n'est pas dans l'objet, il est dans ton jugement. Tu trouves ça beau quand ça te fait plaisir, sans que tu veuilles posséder, consommer la chose. Tu admires la fleur, tu ne la cueilles pas. Ou bien tu trouves ça beau quand tu as l'impression que tout le monde devrait trouver ça beau aussi. C'est pour ça qu'on se dispute sur l'art. On parle comme si le beau était objectif, alors qu'il n'est dans notre regard. Ainsi, l'art se définit par sa forme sensible et sa fonction expressive. Il nous fait sentir avant de nous faire comprendre. Mais ce privilège accordé aux sensibles suffit-il à fonder une connaissance? L'épistémologie, elle, se méfie de l'émotion et n'accorde crédit qu'à ce qui se prouve. Voyons donc comment elle définit le savoir et quelles exigences elle impose au vrai. L'épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui s'interroge sur la connaissance elle-même. Son nom vient du grec épistémé, qui signifie connaissance, science, et du nom grec logos qui signifie discours ou raison. L'épistémologie, c'est l'ensemble des réflexions que la philosophie produit sur la science, sur la connaissance. Elle ne cherche pas à savoir quoi on connaît, mais comment et si on peut connaître. L'épistémologie cherche à répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que connaître? Qu'est-ce qu'une croyance justifiée? Peut-on être certain de quelque chose? Peut-on tout connaître? La science donne-t-elle une vérité absolue? Nos sens nous trompent-elles? La vérité existe-t-elle? Si oui, comment y accéder? L'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. Elle fait le tri entre opinion, croyance et savoir. L'épistémologie s'intéresse sur les sources de la connaissance. D'où vient ce que l'on sait? À cette question, deux grands camps se sont affrontés. Le rationalisme et l'empirisme. Le rationalisme défend que la raison et les idées innées sont la source première de la connaissance. Exemple, 2 plus 2 égale 4. On le sait par la raison et non pas par l'expérience. L'empirisme
défend que tout part de l'expérience sensible. L'esprit est une page blanche. Même les maths viennent de l'habitude. Pour Emmanuel Kant, on a des formes a priori de la raison, plus du contenu a posteriori donné par les sens. L'épistémologie réfléchit aussi sur les limites de la connaissance. Peut-on vraiment connaître? Le doute méthodique est d'ailleurs un outil épistémologique. L'épistémologie a pour but de nous permettre de distinguer opinion et savoir, d'aiguiser l'esprit critique, d'analyser les théories de la connaissance. Il y a une grande différence entre opinion et savoir. Une opinion, c'est ce que je pense. Un savoir, c'est ce que je peux justifier et défendre. L'épistémologie nous apprend que le doute est une méthode, pas une posture nihiliste. Douter, c'est tester ses croyances. Descartes le fait pour reconstruire, pas pour tout nier. C'est un muscle intellectuel. L'épistémologie nous apprend aussi que savoir est difficile. À travers l'épistémologie, on comprend le triptyque croyance, vérité, justification. On comprend vite qu'avoir raison et savoir qu'on a raison, ce n'est pas la même chose.